70, le deuxième était Salut mes petits loulous, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus pour les news du Commodore 64. Le mois dernier, je vous avais parlé des livres et des MOOC qui sortaient régulièrement sur le Commodore 64, mais aussi sur le rétro gaming en général. Et j'ai une petite question qui me trotte dans la tête. Vous rappelez-vous du premier magazine informatique que vous ayez eu entre les mains ? Vous souvenez-vous, les yeux grands ouverts, quand vous découvriez ces superbes publicités vantant les graphismes et les animations des derniers jeux à venir ? Vous rappelez-vous également des longues heures à taper des programmes en espérant avoir un jeu aussi bien que ceux que l'on voyait justement dans ces magazines ? Mon premier magazine, moi je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était mon père qui me l'avait acheté. Il était pour moi, mais aussi pour lui, car mes parents avaient le projet de m'acheter un ordinateur, mais comme ils ne connaissaient pas vraiment ce nouvel univers qui s'ouvrait à nous, il fallait bien se documenter quelque part. Connaissant mon père, je suis convaincu que le choix de ce magazine fut très réfléchi et qu'il avait dû sûrement passer un long moment chez le marchand de journaux pour trouver celui qu'il voulait ramener à la maison. Ce fameux magazine, c'était le numéro 16 de mai 84 de Micro-7, le magazine de l'informatique individuelle. Micro-7 était un magazine généraliste, plutôt orienté grand public, qui traitait exclusivement des ordinateurs dans lesquels on pouvait trouver des dossiers, des tests de matos, de jeux, des guides, mais aussi des programmes à taper. À cette époque, je découvrais le monde de l'informatique familiale et je n'avais absolument aucune idée de l'ordinateur que j'allais avoir quelques mois plus tard. Je n'y connaissais absolument rien et j'avoue que mon intérêt se portait essentiellement sur le design des micro-ordinateurs et les photos des jeux présents dans le Micro-7. À ce propos, j'avais remarqué la publicité en double page sur lecteur de chez Micronic. À l'époque, cet ordinateur me faisait rêver. J'adorais son design et on pouvait utiliser le fameux bras robot comme Richie Adler dans Les Petits Génies. Ça me faisait rêver. Cet ordinateur était même passé dans l'émission Récréa 2 lors du salon du jeu vidéo de 1983 où l'on pouvait voir Dorothée et Antoine Decaune présenter le jeu Le Dragon du Donjon qui me faisait tout autant rêver. Je me rappelle aussi du dossier spécial sur les nouveaux ordinateurs de chez Thomson et en particulier le MO5 que l'on vit un peu plus d'un an plus tard à la rentrée 1985 débarquer dans les écoles dans le cadre du plan informatique pour tous. Un jeu qui m'avait beaucoup impressionné dans ce magazine, c'était le simulateur de vol Solo Flight. Je vous rappelle, pour bien vous situer dans le temps, que nous étions en mai 1984, et à l'époque je n'avais qu'un clone de Pong et des jeux électroniques. Solo Flight fut un des nombreux jeux que j'ai acheté bien plus tard pour mon Commodore 64, et j'en garde un très bon souvenir. La presse informatique des années 80 était fleurissante et de nombreux magazines ont vu le jour. Il y avait aussi Votre Ordinateur, que j'achetais de temps en temps, où il y avait aussi quelques petits programmes à taper. En octobre 1985, Micro-7 et Votre Ordinateur ont fusionné pour former Micro-VO, un nouveau magazine micro-informatique qui ne fit malheureusement pas long feu puisque seulement 13 numéros seront publiés. Évidemment, il y avait l'incontournable Tilt Micro Loisirs, très orienté jeux vidéo. J'ai découvert ce magazine beaucoup plus tardivement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être tout simplement parce qu'il n'était pas vendu dans la boutique du marchand de journaux de mon village. Mes souvenirs les plus lointains de ce magazine remontent aux alentours de fin 85. J'avais acheté le guide des jeux 1986 qui était paru en novembre 85. Mais je me suis rattrapé par la suite et Tilt fut rapidement devenu le magazine que j'attendais tous les mois dans ma boîte aux lettres, car oui, j'étais abonné à Tilt. C'était devenu mon magazine de référence, celui dans lequel je choisissais mes jeux et il ne valait mieux pas se tromper, car je m'en achetais qu'avec l'argent de mon anniversaire, à Noël et de temps en temps quand j'avais un peu d'argent de poche que je mettais de côté. Les magazines spécialisés Commodore ont également existé et j'en possédais quelques-uns. Il y avait Microdor et Commodore Magazine, mais ils étaient un peu austères avec peu de couleurs et plus orientés matos, programmation, bidouille, etc.
Et comme je passais le plus clair de mon temps à jouer, ces magazines étaient un peu trop sérieux pour moi. Comment parler de magazines micro-informatiques des années 80 sans évoquer le génialissime Hebdogiciel ? Déjà le format était particulier puisqu'il était imprimé en A3 et ressemblait plus à un journal qu'à un magazine. Mais quel bonheur, c'était vraiment la grosse déconnade. J'adorais le ton de ce magazine et les petites bandes dessinées de Karali complètement barrées. Hebdogiciel était avant tout un magazine qui rassemblait des tonnes de programmes à taper pour tous les ordinateurs de l'époque. Je me rappelle des pages entières de code à taper, des longues heures passées, les yeux complètement explosés à regarder le listing, puis le clavier, puis l'écran, puis le listing, puis le clavier, puis l'écran, puis le listing, puis le clavier, puis l'écran, etc., etc., etc. Bref, certains programmes étaient tellement longs qu'ils étaient publiés dans plusieurs numéros consécutifs. On était loin des petits programmes à taper dans Micro 7, ça je peux vous l'assurer. Mais pas encore au niveau des jeux commerciaux, même si parfois on s'en approchait vraiment. Car certains jeux étaient en assembleur, et là, c'était des centaines de lignes de data à rentrer dans la machine. Hebdogiciel a même sorti un numéro HS spécial Commodore 64, dans lequel le niveau de réalisation des jeux était vraiment spectaculaire. On pouvait d'ailleurs commander un lot de 6 cassettes dans lesquelles les programmes étaient enregistrés. Sur Commodore 64, on a eu droit aussi à Floppy 64, le canard digital, édité par Infomédia, qui fut le premier magazine français sur disquette. Dedans, on y trouvait des images, de la musique, des tests de jeux, des petites annonces, mais aussi des jeux envoyés par les lecteurs, des démos jouables, des bidouilles. C'était vraiment sympa. J'aimais vraiment Floppy 64 car je m'amusais à récupérer dans les disquettes des routines d'affichage d'images ou des musiques pour mettre dans mes propres programmes. Il y eut aussi Promo Publication qui sortait un fascicule d'apprentissage à la programmation et une cassette avec en face A des jeux pour Commodore 64 et en face B pour le TI 99 4A. Je ne me rappelle plus du rythme des sorties mais cela devait être plus ou moins tous les 2 ou 3 mois. Voilà, je pourrais vous en parler encore pendant des heures de mes souvenirs, mais il est temps à présent de passer aux choses sérieuses. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les news du Commodore 64 8e édition. Au programme pour ce mois-ci, pour votre plus grand plaisir mes petits loulous, un jeu de rôle papier adapté sur Commodore 64, voilà quelque chose d'original. Si partir à l'aventure à la recherche d'un calice en or vous intéresse, alors The Lost Realms of Mursakada, un RPG en plusieurs épisodes, devrait sûrement vous intéresser. La Terre a été envahie par des extraterrestres. Le seul espoir de l'humanité, c'est vous. Alors, nom de Dieu de bordel de merde, bougez-vous le cul et allez zigouiller de l'alien. Bon, on va se calmer un petit peu, hein, et on va aller sauver de malheureux villageois perdus dans des cavernes aux alentours de leur village. Eh oui, vous êtes stagiaire dans l'équipe de Witch Rescue Service. Voilà, seulement 4 jeux à vous présenter en détail ce mois-ci, et oui c'est comme ça, mais ne soyez pas tristes, d'autres jeux sont présentés dans la section bonus. Allez, il est temps à présent de vous montrer tout ça. Judge Dredd and the House of Death est à la base un jeu de rôle papier qui a été édité dans le premier numéro du magazine anglais Dice Man sorti en 1986.
Dans les numéros suivants, d'autres aventures de Judge Dredd ont été reprises avec un gameplay plus complexe en y ajoutant des statistiques, des éléments d'inventaire et plus de lieux différents. Dans cette aventure, Judge Dredd va devoir enquêter sur des rumeurs concernant un culte étrange opérant au manoir de Krogling près des quais de la ville. Il y a eu plusieurs rapports sur des disparitions de centaines de personnes dans la région qui seraient sûrement des victimes de ce culte. Atlantis, l'équipe qui a travaillé sur le projet, a préféré choisir la version du premier numéro, jugeant qu'il était parfait pour une adaptation en jeu vidéo sur notre bon vieux Commodore 64. Le jeu sera très court, mais il s'est avéré être un bon test pour savoir comment et à quelle vitesse un tel jeu pourra être exécuté sur l'ordinateur à partir de la disquette. L'équipe a suivi le texte original de l'histoire exactement comme elle était dans la version papier, mais juste pour le fun, ils ont ajouté quelques easter eggs cachés par-ci par-là dans le jeu. Ils auraient pu bien évidemment ajouter quelques scènes et énigmes supplémentaires dans le déroulement de l'aventure, mais ils ont voulu vraiment garder le rythme original du jeu et le retranscrire aussi fidèlement que possible sur C64. Le jeu reprend exactement le gameplay de la version papier, donc un jeu d'aventure basé sur des jets 2D, mais ce n'est pas vraiment comme dans les livres dont vous êtes le héros ou un RPG. Disons qu'en raison de la façon dont l'interface du jeu et les règles fonctionnent, c'est plutôt un jeu d'aventure simplifié avec des choix et des combats. Pour résumer, le joueur doit suivre des instructions données, puis à l'aide du clavier ou du joystick, sélectionner un choix, puis lancer les dés dès qu'un combat commence. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'équipe derrière ce jeu se compose de membres d'Atlantis qui se sont réunis à cette occasion pour développer Judge Dredd, entre d'autres projets, car d'habitude ils se consacrent plus souvent à la création de démos de toute beauté. Pour ce projet, c'est Q0 qui a programmé le code, Steve Arms alias Divergo pour la musique et le son, et Lobo qui s'est occupé des graphismes. L'équipe a également choisi le loader développé par Krill alias Plush et ils ont passé beaucoup de temps à tester différentes versions de mise à niveau et techniques de compression afin de rendre le jeu le plus rapide possible. Atlantis est le dernier groupe de démos suisse sur C64 qui célèbre cette année ses 30 ans d'existence. D'après l'un des membres, c'est un groupe de fous qui se réunit pour boire des chats et caresser de la bière, faire des démos, de la musique, des graphismes et quelques jeux de temps en temps. Ils sont toujours assez actifs sur la scène du C64 et vous pouvez les suivre sur CSDB et sur Facebook. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Le jeu devrait sortir bientôt, plus précisément pour l'été 2021. À cause des droits d'auteur détenus par Rebellion pour les personnages de 2000 AD, le jeu ne fera pas l'objet d'une édition en boîte, mais il sera disponible en téléchargement gratuitement. Il n'est pas exclu par la suite qu'un autre jeu similaire, beaucoup plus gros, sortirait avec des statistiques, un inventaire et plus de lieux et de personnages. Pendant près de 50 ans, la reine Eline Aérienne a régné sur Alorona, une terre paisible et accueillante peuplée d'un vaste éventail de peuples de tout le royaume. Aidée par son conseil des anciens, Eline a veillé à ce que tout le village et toutes les villes qu'elle dirigeait soient prospères. Youpla boum. D'après les rumeurs, la reine Eline aurait fait usage d'objets en apparence ordinaires pour guider le destin d'Alorona. Ces objets, d'une grande puissance, auraient été fabriqués par le grand sorcier Maotash et ont été utilisés par la reine pour faire le bien et jamais, oh non jamais, pour faire le mal. Puis vint le jour où une puissante menace apparut sous la forme d'une grande armée dirigée par Idred, accompagnée du sorcier maléfique Skeskris. Un grand conflit s'ensuit, plus cataclysmique qu'on aurait pu l'imaginer, et de grandes régions du royaume ont été réduites à néant. Il ne reste plus que des terres désolées, recouvertes de glace permanente ou déchirées pour former d'énormes canyons et montagnes. Eline et Maotash ont été vaincus et Idred est devenu roi.
Le monarque imprévisible, hostile et insensible de l'Alorona maintenant dévasté. Avant que cet abominable destin ne soit scellé, Elin avait chargé son conseil des anciens de cacher à travers le royaume les plus puissants objets que Maudash eût créés, de peur que ces derniers ne tombent en possession d'Idred et de Skeskris. 200 ans plus tard, Idred est toujours le roi d'Alorona, où il mène un règne de terreur. Il a réussi à prolonger sa vie en trouvant un des objets de Maudash, la cape de vie. Mais Idred aspire à la suprématie totale en poursuivant ses recherches afin de trouver les autres objets cachés. La cape a été trouvée par un chasseur de primes, Elfarch, un chevalier intrépide et courageux qui remet maintenant en question son service au roi. Voilà donc le prologue de l'aventure, et voici comment commence le premier épisode. Elfarch se tenait sur la palissade de la tour principale du château, contemplant la forêt voisine, réfléchissant à la nouvelle quête que lui avait récemment confiée le roi Idred. Il traçait mentalement la route la plus efficace vers le village voisin en utilisant ses connaissances des arbres et des buissons denses qui envahissaient le royaume d'Alorona. Son front était plissé, mais ses yeux étaient plus larges qu'ils ne l'avaient jamais été. Le roi lui a demandé de trouver un calice en or. Mais c'est un calice très spécial. « Ce n'est qu'un calice d'or, n'est-ce pas ?» demanda Aled. Elfarch soupira plus fort qu'il ne l'avait prévu. « Aled, si ce que l'assemblée des anciens a déclaré est vrai, alors ce calice n'est pas un simple verre en or ordinaire. Il aurait appartenu à un grand sorcier appelé Maudash. Et il est ainsi dit que quiconque en profite se voit accorder temporairement le pouvoir d'invincibilité. Le roi règne déjà avec détermination, et un tel pouvoir l'aiderait sans aucun doute à renforcer son emprise sur Alorona, et bien au-delà. » Aled fixait son maître. Elfarch pouvait sentir le regard intense, comme s'il était frappé par des flèches enflammées. « Sûrement, dit finalement Aled. Le roi a parfaitement le droit d'exercer un tel pouvoir. Il est le roi après tout. Il est clair qu'il vaut mieux que notre roi possède un objet aussi puissant, non ?» Elfarch réussit à contenir ses émotions et rétorqua « Je ne crois pas qu'une simple personne devrait détenir autant de pouvoir, surtout s'il ne doit pas être utilisé pour le bien du peuple. » Aled fixa son regard encore plus intensément sur Elfarch, ses yeux montrant des signes de suspicion. Elfarch réalisa qu'il devait choisir ses mots avec plus de sagesse. Aled lui était fidèle, mais se révélerait-il finalement plus fidèle au roi s'il était poussé en dehors de sa zone de confort ? À ce moment-là, Elfarch n'avait aucune envie de tester la fidélité de son écuyer. Du moins, pas avant que le calice d'or n'ait été retrouvé. Votre première aventure sera donc de trouver le calice tout en vous frayant un passage au travers des labyrinthes peuplés de monstres en tout genre. Vous le verrez, c'est vraiment très court, mais il y aura plusieurs chapitres qui, mis bout à bout, vous fourniront tout de même pas mal de temps de jeu pour tout finir. Mais ceci est un avant-goût pour vous faire patienter pendant que les développeurs travaillent d'arrache-pied sur Crimson Twilight, cet immense CRPG à monde ouvert. The Lost Realm of Mursakada épisode 1 est disponible gratuitement sur CSDP. Vous pouvez dès à présent le télécharger, le lien vous attend dans la description de la vidéo. Voici à présent un jeu que j'attends tout particulièrement, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Terrestrial est un jeu de science-fiction dans lequel notre bonne vieille Terre a été envahie par des extraterrestres très méchants. Les gouvernements sont tombés et tous les dirigeants se sont tous bien planqués, bien tranquilles quelque part en lieu sûr. Mais vous, oui vous qui êtes un pilote hyper entraîné, vous avez toutes les compétences requises pour sauver notre monde en perdition. Le sort de l'humanité repose sur vous, mais aussi sur votre équipe de pilotes chevronnés. Et oui, une base militaire secrète, inconnue des méchants extraterrestres, se trouve sur la face cachée de la Lune. Oui, décidément, la Lune est très demandée en ce moment, n'est-ce pas? Et c'est de là que vous allez devoir partir et rejoindre la Terre pour attaquer les envahisseurs par surprise et détruire les lignes de défense une à une pour finalement atteindre le dernier rempart avant la libération de la planète.
Alors si j'attends tout particulièrement ce jeu, c'est que Trevor Story, le designer de Terrestrial, a été influencé par Beachhead et Raid Over Moscow quand il a pensé aux différentes phases de déroulement du jeu. On va donc retrouver certains gameplays de ces jeux d'action développés à l'époque par Bruce Carver au début des années 80. Évidemment avec des graphismes et des effets sonores dignes des meilleures productions actuelles. Et croyez-moi, vous pouvez faire confiance à monsieur Trevor Story. Son talent en matière de graphisme sur Commodore 64 n'est plus à prouver depuis bien longtemps. On retrouve d'ailleurs son nom dans beaucoup de jeux de grande qualité sortis récemment sur C64. Vous l'avez compris, Terrestrial sera donc un jeu aux multiples gameplays avec des niveaux de shoot'em up à scrolling, des sections de combat spatial, des boss de fin de niveau et selon Stuart Collier, le développeur du jeu, bien d'autres choses encore, mais je n'en sais pas plus pour l'instant. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que le jeu devrait comporter 6 styles de gameplay différents répartis sur un total de 11 niveaux. Autrement dit, il y aura de quoi faire. Tout cela agrémenté par une séquence d'introduction au début du jeu, et si vous arrivez à sauver la Terre, une belle cinématique de fin. Il n'y a pour l'instant pas de date officielle pour la sortie du jeu, Stuart espère néanmoins une éventuelle sortie pour le 4e trimestre 2021. Une édition en boîte est prévue en disquette et cartouche chez Psytronic. Dans Witch Rescue Service, vous incarnez une petite sorcière en apprentissage de sauvetage de villageois en détresse. En effet, ces pauvres bougs ont la fâcheuse tendance à s'aventurer dans des grottes hostiles à proximité du village. Vous allez devoir, grâce à vos pouvoirs magiques, vous frayer un passage dans un dédale de caverne en utilisant votre magie comme dans cette démo, pour transformer des citrouilles en bombes et ainsi faire exploser des parois, libérant des passages pour accéder aux profondeurs de cette dangereuse caverne et rejoindre les malheureux villageois, mais tout cela dans un temps imparti. Le jeu n'est pas sans me rappeler le très célèbre Hero sorti chez Activision en 1984. Tiens au passage, saviez-vous ce que veut dire Hero ? Eh bien cet acronyme signifie Helicopter Emergency Rescue Operation. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien ce soir vous vous coucherez moins bête grâce à Commodore 64 Mania. Bon, revenons à Witch Rescue Service. Son concepteur, Karl Henrik de Space Moguls, m'a confié que pour l'instant, les images que vous voyez ne sont qu'une démo du début du développement du jeu et que beaucoup de choses seront ajoutées par la suite, comme des ennemis, des sorts différents, des pièges, etc. Pour l'instant, l'état d'avancement du jeu est à plus de 30%. Karl a choisi d'utiliser l'espace mémoire disponible pour créer plein de tableaux différents plutôt que d'utiliser des décors différents à chaque fois. Donc il faudra sûrement s'attendre à avoir beaucoup de grottes et de villageois à sauver. Il reste encore à régler les ennemis et à trouver les endroits stratégiques où les placer dans les niveaux, régler les mécanismes du jeu pour que tout cela fonctionne à la perfection. Karl a aussi créé un éditeur de niveau unique, ce qui lui permettra, une fois tous les petits réglages terminés, de pouvoir avancer plus vite dans la création des niveaux. Pour l'instant, il ne sait pas combien de niveaux il y aura, mais il est déjà prévu de sortir une version disquette avec quelques niveaux, c'est-à-dire de quoi remplir la disquette, mais aussi une version cartouche 512K, beaucoup plus complète avec encore plus de niveaux. Le développeur s'occupe de toutes les phases de développement du jeu, sauf de la musique, qui a été confiée à Vincenzo. Le développement du jeu a été démarré à l'occasion d'une Game Jam d'Halloween en 2020, sur une semaine, et il a eu tellement de retours positifs qu'il a été décidé de poursuivre son développement pour en faire un vrai jeu complet. Karl Henrik espère pouvoir terminer son jeu cette année et idéalement si possible pour Halloween 2021. Rescue Reach Service sortira donc dans un premier temps sous forme de fichier disquette D64 sur itch.io et par la suite sur cartouche en édition physique, mais aucune date de sortie pour cette dernière n'est annoncée, et pour l'instant ni même un éventuel éditeur. Et si on continue à parler de jeux dans la section bonus ?
Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas mettre tous les jeux ensemble, Olivier ? Mais non mes petits loulous, quand je vous parle de jeux dans la section bonus, c'est que je n'ai pas encore assez d'informations intéressantes à vous dire dessus, ou bien que ce sont de très bons jeux, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part vous tenir au courant de leur sortie. Voilà mes petits loulous, alors allons-y pour les jeux bonus. Avez-vous connu le jeu électronique en couleur de Nintendo, Donkey Kong Jr. dans sa version tabletop, dans lequel on contrôle le fils de Donkey Kong qui part à l'aventure pour sauver son père capturé et enchaîné par le très vilain Mario ? Eh bien voici Kong, une toute nouvelle adaptation sur Commodore 64 de la version à cristaux liquides, reprenant exactement le même gameplay. Alors pour tout vous dire, cela paraît facile comme ça, mais que ce jeu est dur. Certes, je ne suis pas un super gamer, mais malgré plusieurs parties, je n'ai jamais réussi à déverrouiller ne serait-ce qu'un seul cadenas. Personnellement, je trouve que la réalisation est de très bonne qualité, avec de jolies petites musiques et des bruitages imitant plutôt bien ceux des jeux LCD de l'époque. Kong est disponible en téléchargement gratuitement, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Passons maintenant à Gyro Run, qui est un jeu de scoring plutôt riche en couleurs avec une belle musique et un très bel écran de présentation, il faut bien l'avouer. Le but du jeu est simple, vous êtes une toupie et vous devez récolter tout un tas de friandises qui apparaît aléatoirement sur l'écran, mais attention, parfois il y aura des têtes de mort qui apparaîtront également et bien évidemment il faudra les éviter. Toute la difficulté du jeu est basée sur le contrôle de la toupie. En effet, regardez en bas de l'écran, il y a une flèche qui tourne sur elle-même, et bien c'est vous qui allez devoir faire tourner cette flèche à l'aide du joystick, et dès que vous appuierez sur le bouton de feu, la toupie se dirigera dans la direction de la flèche. Vous trouvez ça simple ? Eh bien essayez Gyro Run et vous verrez très rapidement que ce n'est pas si simple que ça, d'autant plus que la vitesse de déplacement de la toupie augmente au fil des niveaux. C'est un jeu développé par l'équipe de The New Dimension, aka TND, et c'est Richard Bayliss qui a programmé ce jeu et la musique tout seul. Quant à l'écran de présentation, c'est le très humble et talentueux Hugues Poisseroux qui s'en est chargé. Gyro Run est un jeu gratuit, alors pourquoi s'en priver ? Le lien de téléchargement est dans la description de l'annonce. Décidément, c'est la fête des adaptations dans la section bonus des news de juin. Cette fois-ci, il s'agit du jeu Phoenix, développé par Amstar et sorti en borne d'arcade chez Centauri en 1980. Un clone de ce jeu en version horizontale, plutôt bien réalisé, était sorti sur Commodore 64 en 1984 chez Aligata sous le nom de Eagle Empire. Mais à la base, Phoenix est un jeu qui se joue sur un écran vertical. Et ouais, qu'à cela ne tienne, Sorbas, le développeur qui a effectué le portage sur C64, ne s'est pas embêté avec ce petit détail et a programmé le jeu pour un écran vertical. À vous de basculer votre écran d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui donnera cela. Le jeu est très bien réalisé et à quelques petits détails près est vraiment très proche de l'original. Phoenix, rebaptisé Phoenix Recovered pour le coup, est disponible gratuitement sur CSDB. Le lien vous attend dans la description de l'annonce. Yo! Space Panic est sorti en 1980 en borne d'arcade et il est le premier jeu de plateforme dans lequel on doit utiliser des échelles pour aller d'une plateforme à l'autre. Ce genre de jeu a par la suite inspiré toute une génération de jeux comme Apple Panic, Donkey Kong, Canyon Climber, Lord Runner et bien d'autres. Le jeu a été adapté sur ColecoVision en 1982 et c'est cette version qui a été portée sur Commodore 64 en 2021. Dans Space Panic, le but est de creuser des trous dans des plateformes pour y faire tomber des extraterrestres. Une fois ces derniers piégés, il vous faudra leur frapper dessus avec votre pelle pour les faire tomber sur la plateforme du dessous et tout cela avec un apport limité en oxygène. L'adaptation sur Commodore 64 est très fidèle à la version ColecoVision, ce qui rend ce jeu très old school, ce qui n'enlève rien au plaisir de faire une petite partie et de bien s'amuser. Space Panic est disponible gratuitement sur CSDB et comme d'habitude, le lien qui va bien vous attend dans la description de la vidéo.
Fat Tarzan est un jeu de plateforme dans lequel vous êtes Tarzan, bien entendu, mais pas le Tarzan athlétique que l'on connaît, mais plutôt un Tarzan un peu grassouillé. Votre but sera de parcourir la forêt tropicale à la recherche de nourriture afin d'alimenter votre taux de glycémie. Le développement du jeu n'en est encore qu'à ses débuts et cette info est tellement fraîche, mes petits loulous, que très peu d'informations circulent pour l'instant sur ce jeu. C'est pour ça qu'il est dans la section bonus. Les développeurs n'ont pas encore déterminé vraiment comment allait se dérouler le jeu, néanmoins 80% des graphismes sont terminés, les musiques en sont à 50%, ce qui est déjà un bon début, et l'équipe travaille actuellement sur le code de déplacement du personnage. Bref, vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de travail à réaliser avant de pouvoir vous parler de Fat Tarzan plus en détail. L'équipe n'a pas encore décidé d'une éventuelle sortie physique, mais le jeu sortira à l'achat en version démat, mais pour l'instant, comme vous vous en doutez, aucune date de sortie n'est annoncée. Allez, le petit dernier et après promis, je vous laisse tranquille. Dans Babylon's Ark, vous êtes dans un immense vaisseau spatial, dernier espoir de survie pour la race humaine. En effet, la Terre n'est plus habitable et l'humanité a été ravagée par je ne sais quoi d'ailleurs. Bref, les derniers survivants ont dû embarquer dans cet immense vaisseau et vous êtes Samuel Fox, un des membres d'équipage qui va devoir régler tout un tas de problèmes que les robots sont incapables de gérer. Au début, il y a un gros problème sur le vaisseau. En effet, celui-ci penche dangereusement d'un côté et vous allez être sollicité par un robot mécanicien afin de lui trouver ce dont il a besoin pour réparer l'avarie. Vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de problèmes sur ce vaisseau et que vous allez devoir dialoguer avec les autres membres d'équipage mais aussi avec les androïdes et les autres passagers. Certains vous demanderont de leur ramener une clé, d'autres un composant électronique manquant dans leur machine de nettoyage. À vous alors d'aller trouver les bonnes personnes dans le vaisseau pour que tout se passe pour le mieux. Ce jeu a été développé au départ lors d'une Game Jam en 48 heures, et oui, encore une Game Jam. Et la version que vous voyez actuellement est celle qui a été programmée lors de cette Game Jam. Il y a donc beaucoup de bugs à corriger et beaucoup de choses à ajouter. Le développeur, Roman Werner, ainsi que son équipe sont actuellement en train de travailler sur une version améliorée avec des sons, de la musique et des graphismes beaucoup plus élaborés. J'ai tenté de contacter Roman Werner il y a quelques jours afin d'avoir d'autres informations sur le jeu, mais malheureusement je n'ai toujours pas eu de réponse de sa part. Ce jeu a l'air très prometteur et il aura sûrement sa place dans une future émission des news du Commodore 64 dès que j'en saurai plus à son sujet. Voilà mes petits loulous, la première saison des news du Commodore 64 se termine avec ce 8e épisode. J'espère sincèrement que vous avez apprécié d'avoir des nouvelles fraîches en français tous les mois pour votre vénéré Commodore 64. En tout cas moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette série de vidéos. Je vous invite à venir partager vos critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans les commentaires de cette vidéo. J'ai besoin de connaître votre avis là-dessus. C'est vraiment très important pour moi de voir ce que je pourrais améliorer pour la prochaine saison des news du Commodore 64 qui reprendra en septembre 2021. Que vous restiez chez vous ou partez quelque part pour vos congés d'été, toute l'équipe au complet de Commodore 64, c'est-à-dire que moi en fait. Bref, je vous souhaite de très bonnes vacances avec, je l'espère, de la chaleur et beaucoup de soleil. Pour ma part, je serai à la PGR les 10 et 11 juillet avec un peu de matériel. On va pouvoir se retrouver avec les copains autour de notre passion et ça, c'est super cool. J'ai vraiment hâte d'y être. Il faut bien avouer, ça commençait sérieusement à me manquer. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale. Quant à moi,
pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.